le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aline Claret. Aline est naturopathe et praticienne en hypnose à Montpellier. C'est une véritable passionnée des médecines alternatives et du développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Aline. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Il fait beau à Montpellier là, depuis 2 jours, donc dès le retour du soleil, déjà ça remet de la chaleur dans nos cœurs, donc c'est vrai que juste ça fait du bien. Je vais te laisser un peu te présenter quand même, parce qu'évidemment il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors pour ceux qui suivent mes activités, je pense qu'ils ont forcément entendu parler de toi, mais donc du coup je te laisse te présenter quand même, qu'on sache quand même qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es naturo, raconte-nous tout. Qui je suis. Alors je suis Aline Claret. Je suis sur Montpellier maintenant depuis une dizaine d'années. Naturo, j'ai fait mes études de naturo chez Daniel Keffer au Sénato avec l'ensemble des autres professeurs que je salue aussi, avec un enseignement de qualité que j'ai fait en 2007. Donc ça fait un petit moment déjà maintenant. Et depuis 4 ans, je suis maître praticienne en hypnose pour pouvoir accompagner encore plus les personnes qui viennent me voir en naturo pour aider à débloquer un peu une situation psychologique difficile. Donc c'est vraiment une pratique qui est complémentaire à l'approche de la naturopathie en fait. Oui, en naturopathie, on a une dizaine de techniques spécifiques pour nous aider justement à remonter le terrain de la personne. La première, par exemple, ce sera l'alimentation. La deuxième, c'est gérer l'exercice physique. Et la troisième, c'est l'hygiène psychologique. Alors, en hygiène psychologique, on a énormément d'outils déjà en naturo qu'on apprend à l'école, mais je sentais qu'il manquait une petite approche un peu plus spécifique, donc je me suis formée à l'hypnose. Alors j'aurais très bien pu faire de l'EMDR, de la sophro ou d'autres techniques, mais c'est vrai que l'hypnose s'est annoncé à moi et je trouve que c'est une belle technique pour faire des thérapies brèves et aller débloquer des situations un peu stressantes pour l'individu. Ouais. D'ailleurs, moi, je peux confirmer, ça fonctionne. Alors, moi, je suis jamais passé entre tes mains pour les massages, que je recommande d'ailleurs très vivement. Mais pour tout ce qui est naturo et hypnose, j'ai toujours refusé, en fait, parce que je trouve que toi aussi, d'ailleurs, à la première, t'as pas envie. Mais par contre, de ce que je vois de l'extérieur, de ce que j'entends, c'est que visiblement, ça a l'air vraiment de très bien fonctionner, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment ça se passe, je sais pas, une séance d'hypnose ou une séance de naturo ? Alors, oui, on était en train de parler d'hypnose, donc je peux continuer là-dessus. L'hypnose que je pratique, c'est l'hypnose mixte, donc c'est un mélange entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose, c'est donc une thérapie brève. Donc, c'est ce qui veut dire thérapie brève, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester pendant 3 ans chez son hypnothérapeute pour avancer. C'est qu'en une dizaine de séances, généralement, ça peut être plus rapide ou ça peut être un petit peu plus long, tout dépend la problématique de base. On va avoir réglé le problème. Donc, la première consultation chez moi, ça, c'est une hypnose conversationnelle. Donc, c'est 1 heure d'anamnèse, on va dire, où on va faire un peu de psychogénéalogie, on va voir tous les soucis qu'il peut y avoir pour la personne. On va faire un tableau pour déjà voir un peu plus ce qu'il va y avoir à travailler.
Et ensuite, la deuxième séance, c'est une relaxation progressive. Donc, cette relaxation progressive amène tout doucement la personne à rentrer dans cet état d'hypnose. Quand on fait de l'hypnose thérapeutique, on a plusieurs phases de descente en hypnose. Le 1, c'est l'éveil, par exemple. Le 2, c'est la relaxation, la sophrologie. Le 3, c'est l'hypnose de travail, on va dire. Le 4e, ça va être tout ce qui va être dentisterie quand il faut anesthésier quelque chose. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'y aller, sauf s'il y a des séances sur la douleur. Le 5, c'est quand on va accoucher, donc on va anesthésier une moitié de partie du corps, et le 6, c'est opération à cœur ouvert. Donc on n'a pas besoin, nous, en hypnose thérapeutique, de descendre trop profondément en état d'hypnose. Il faut juste parler au subconscient, donc au niveau 3. Et ça, c'est quand on va faire la relaxation progressive, où tout doucement, tranquillement, on va aider aux gens à descendre progressivement dans cet état d'hypnose. Et ensuite, à la deuxième séance, j'apprends à toutes les personnes à faire leur propre auto-hypnose. Et plus la personne va pratiquer l'auto-hypnose tous les jours, plus, quand ils viendront en séance, ils vont pouvoir descendre beaucoup plus facilement. Et plus ils descendent facilement, plus on va pouvoir travailler et réinformer le subconscient. Donc voilà, ça va être les séances d'hypnose, et après, au fur et à mesure, ils auront un travail à faire, ils repartent avec une suggestion positive et cette auto-hypnose à faire à la maison. Ce qui veut dire que, tu sais, on en avait déjà parlé, je crois que c'est 90% des gens qui sont hypnotisables, c'est ça ? En fait, il y a 17 pour 1000 de personnes qui ne sont pas forcément hypnotisables. Ouais. Mais avec cette relaxation progressive, généralement, on arrive à bien descendre. Après, il peut y avoir des réfractaires, bien entendu, mais bon, de toute façon, il faut avoir confiance en son hypnothérapeute, et après, ça se passe bien. Ouais. C'est clair. D'ailleurs, tu soulignes un truc, c'est vrai, la confiance est super important, en fait, quand tu es thérapeute. Ouais. À mon sens, la base, en fait, il faut que tu te sentes super bien avec la personne. Tout à fait. Que la personne soit à l'écoute, soit dans cette bienveillance et empathique pour pouvoir se sentir bien, en tout cas, et déjà commencer le lâcher-prise. Le lâcher-prise, si tu arrives dans un rendez-vous où tu te dis, voilà, c'est qui cette personne que j'ai en face de moi, c'est pas forcément les mêmes valeurs ou autres, c'est juste pas possible de lâcher prise. Ben, c'est clair. Et puis, il faut aussi sortir du concept de cette hypnose qu'on voit au spectacle. Ça n'a tellement rien à voir, quoi. Ah, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Quand on est en état d'hypnose, on n'est pas endormi, où on sait exactement tout ce qui se passe. On est juste en décalage au niveau du temps, mais en tout cas, oui, on sait. C'est quand même fou, ça. Mais alors, comment on arrive à l'expliquer ? C'est parce qu'en fait, on arrive à rentrer dans le subconscient. C'est ça, dans l'inconscient, dans le subconscient de la personne, en fait. Voilà, ouais. Okay. C'est une histoire d'onde de discours. Voilà. On va bien informer la carte grise de la personne. Et donc, c'est valable pour tout, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas, pour les personnes stressées, pour ceux qui veulent arrêter de fumer, pour ceux qui veulent perdre du poids, pour tout, en fait. Tout est applicable à l'hypnose. Exactement, pour les tics, pour les tocs, voilà, tout ça. D'accord. Pour les gros traumatismes, c'est ça. Et si on résume, les gens qui viennent te consulter, essentiellement, ils viennent pourquoi ? Alors là, il y a vraiment de tout, parce que généralement, les gens, ils viennent dans un premier temps pour la naturopathie. Donc, la naturopathie, pareil, on va faire une anamnèse. Alors, la première anamnèse, c'est 1 heure et demie à peu près de questionnement, où on va voir ensemble tous les systèmes du corps pour voir où c'est qu'il peut y avoir des blocages. Donc, on va regarder de façon très holistique l'individu pour pouvoir le mieux possible l'aider dans sa problématique. Et par rapport à ça, souvent, quand je sens qu'il y a un fort côté souci psychologique derrière, je vais les amener tranquillement à, ce serait bien, pourquoi pas, de travailler là-dessus pour que le travail, quelque part, qu'on va faire en naturo, se fasse d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement. Tu sais bien que si, par exemple, la personne, elle doit
par exemple perdre du poids, souvent il y a un lien avec l'émotionnel. Donc si on va chercher l'émotionnel en même temps que régler l'alimentation et le digestif et tout le reste, voilà, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. C'est clair, ouais. Quand tu dis rapidement, ce qui veut dire que ton objectif, en bon professionnel qui se doit, j'ai envie de dire, c'est que les gens en fait ne reviennent pas, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas un suivi en continu pendant des années et des années, c'est ça? Exactement. En fait, en naturo, quand on a fait la première, la deuxième, la troisième, tout dépend. Mais quand à la fin, par exemple, on va faire, on va dire 4 séances de suivi et que là où on avait coché du rouge, ça allait pas, on met des croix vertes, on dit bon ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ben dans ce cas-là, on est bon. Quand on est en hypnose, moi je leur dis bon, par rapport à ça, il va falloir 7 séances, 8 séances, 10 séances, tout dépend, ou 4 séances pour un passage d'examen, par exemple. Et donc, voilà, à la fin, merci, au revoir, et puis ils sont libres. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'on va redonner le pouvoir à la personne. On ne va pas les maintenir pendant des années et des années en psychanalyse ou n'importe. Et c'est ce que je dis, c'est que je suis plutôt éducatrice de santé. Et quand on est éducatrice de santé, ils repartent avec des outils. Et moi, j'adore leur expliquer, leur donner des métaphores, leur amener des idées concrètes pour pouvoir changer. Et l'important, c'est de retrouver son propre chemin de sa santé. Donc, c'est se booster, changer ses habitudes pour avoir de meilleures, bonnes, nouvelles habitudes et se retrouver sur sa propre santé. Mais tu vois, quand je t'écoute, je me dis qu'il faudrait même carrément, en fait, ça serait à recommander pour tous les citoyens, en fait, tu vois, d'aller consulter au moins une fois un naturo, parce qu'il y a... Mais souvent, on en parle, mais même déjà, c'est du bon... En fait, la naturo, c'est du bon sens. Ouais. On est acteur de notre santé. Et là, on le voit bien avec ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois. La plupart des gens, ils n'ont pas forcément bien mangé, ils n'ont pas forcément bien bougé, ils n'ont pas forcément eu des pensées positives comment dire, des comportements peut-être. Ouais, des comportements où ils ont regardé les infos. Enfin voilà, il y a eu des moments très très stressants dans leur vie d'aujourd'hui. Donc bon, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans le côté faire le mieux qu'on peut. Voilà, la naturo, c'est le bon sens. C'est bien se nourrir, c'est bien bouger, c'est bien dormir, c'est bien respirer, c'est se faire confiance, c'est utiliser les bons produits, etc. Enfin, c'est vraiment du bon sens. Bah oui, c'est clair. Donc ça, on en parle souvent. Si on peut l'éduquer tout petit à l'école, de comprendre qui on est, de savoir comment un organisme fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut manger ça avant de manger ça, etc., etc. C'est clair, on gagnera du temps. Hein. On est éducateur de santé. Donc, quand on est éducateur de santé, c'est comme un éducateur à l'école. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est clair. Ouais. Sauf que là, pour le coup, les gens... Pardon, attends, je t'ai coupé la parole, vas-y. Je disais, c'était apprendre les lois de la vie. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, la différence, c'est que oui, alors évidemment, tu prêches à convaincu, c'est dès l'école en fait qu'on devrait nous apprendre ça, que ce soit pour les enfants ou les parents. Mais les personnes qui viennent te voir, eux, sont plutôt dans un mal-être en fait, non? Ouais, ils sont. Oui et non. Oui et non. J'ai de tout. Parce que il y a des personnes qui viennent me voir me disent ça fait 20 ans que j'ai ça et j'en peux plus et j'ai tout essayé, etc., etc. Mais il y a aussi, alors ça c'est vraiment le génial, c'est quand on a ça, c'est le cadeau du ciel. C'est soit des jeunes qui ont déjà une vision de la vie un petit peu différente et qui se disent je veux prendre ma santé en main, je suis en bonne santé mais je veux le rester. Comment est-ce que je dois faire? Parce que je sais très bien que la naturopathie c'est vraiment personnalisé par rapport à la personne, c'est pas comme tout le monde. On a vraiment quelque chose à faire de façon personnalisée et je souhaite rester en bonne santé. Et puis après, c'est quand on a les femmes enceintes. Elles sont pas malades, elles sont enceintes. Elles s'élèvent en grossesse. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'accompagner, de les aider, de les amener au mieux pour bien réussir leur grossesse, ça, c'est génial. Elles sont pas forcément, les personnes qui viennent me voir sont pas forcément en détresse. Ah, d'accord. Il y en a, mais... oui, c'est pas la majorité. De l'autre côté aussi, ouais. Donc, okay. C'est vrai que tu me disais que tu adorais justement accompagner les femmes enceintes.
Oui, mais comme tout le monde en fait, parce que chaque personne nouvelle qui va arriver, c'est à chaque fois un nouveau livre qui s'ouvre et tu te dis waouh, allez, qu'est-ce que je vais découvrir? Et souvent on me dit mais t'as pas un protocole? Je dis non, j'ai pas de protocole parce que le protocole il va être vraiment spécialisé et spécifique par rapport à la personne qui est en face de moi. Ouais, c'est clair. Peut-être que tu pourrais nous rappeler, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, parce que au début, on a parlé d'holistique, que la naturopathie, c'est une médecine holistique. Tu peux nous rappeler peut-être ce que ça veut dire holistique pour ceux qui ne le savent pas? Holistique, c'est holos, donc c'est dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on prend la personne qui est en face de toi vraiment dans sa globalité, comme faisant partie d'un tout. Mais du coup, même si, par exemple, tu as une sœur ou un frère ou même un frère jumeau, la personne, elle va être différente. On est tous différents. On a tous des besoins différents. Bah oui, c'est clair. Physiologique etc. Et ça, on va vraiment le travailler quand on fait le bilan avec l'iris, quand on fait l'étude de l'iris, l'iridologie. Là, on va voir le terrain vraiment originel de la personne, on va voir les points faibles, les points forts. Après, on va prendre les pouls, on va dire ah bah tiens, là en ce moment, la personne elle va être plus ou moins fatiguée, on va devoir régénérer tel ou tel organe. Donc tout dépend de la personne dans l'instant T où elle vient te voir et par rapport à son terrain originel et son terrain d'aujourd'hui. Parce que le terrain originel peut changer d'un état à un autre. Ah ouais. Et puis, il faut rappeler en fait que tout est interconnecté. C'est-à-dire que, imaginons, tu as mal au foie, bah, ça vient peut-être de quelque chose d'autre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, tout est interconnecté. Et dans holistique aussi, on comprend évidemment le psychique, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de global. C'est la personne dans sa totalité. C'est-à-dire qu'en effet, si tu as un problème au foie, et ben peut-être que ces maux de tête qui sont récurrents, ça vient aussi du foie, mais ça vient aussi peut-être du système nerveux, ça vient aussi de... Donc, du coup, on va vraiment travailler la cause de la cause de la cause. Et c'est ça notre vraie valeur, c'est qu'on ne va pas s'arrêter aux derniers symptômes. On va à chaque fois remonter dans tous les symptômes pour aller à la cause première de la maladie ou du dysfonctionnement. Et le fait d'aller à la cause, si par exemple, un exemple tout bête, la personne elle est constipée depuis des années. Mais si on arrive à vraiment travailler la première cause, après, elle n'aura plus de constipation. Ce sera fini. Oui, donc, alors que si vous allez voir un médecin, il va donner des laxatifs, voilà, on repart avec ça. Donc, on n'est pas du tout... les médecins, eux, ils soignent un symptôme et nous, on va aller chercher la cause de la cause. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a eu un dysfonctionnement? Ça peut être vraiment différent d'un individu à l'autre. Oui, puis dans l'idée que ça ne se reproduise pas, en fait, de l'analyser, de savoir d'où ça vient pour justement travailler dessus et puis que ça ne se reproduise pas. De leur faire comprendre de cette prise de conscience aussi et de changer les bonnes habitudes pour que ils aient plus besoin qu'ils peuvent se prendre en main soi-même. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, tu le disais rapidement, tu disais les poux. Je pense qu'il y a des gens en fait qui savent pas qu'il y a plusieurs poux. Tu peux nous rappeler ce que c'est les poux? Alors ça, c'est une technique que j'ai appris au Sénato et qui est extraordinaire. C'est les poux chinois. Les poux chinois, on en a 12, on en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et en fait, en prenant les poux chinois, alors c'est assez subtil, il faut avoir beaucoup de pratique pour pouvoir ressentir, analyser, etc. Même moi, je ne suis pas médecine chinoise, mais à force de les pratiquer, j'arrive à quand même à bien ressentir les choses qui se passent au niveau du corps. Et en fait, les poux va nous montrer la photo instantanée de l'état des organes de la personne. Donc, on va retrouver l'intestin grêle, le cœur, le foie, la vésicule, la vessie, le rein, rate, pancréas, estomac, poumon, triple réchauffeur, maître-cœur. Et tout ça, ça va nous faire, voilà, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le terrain, on a le terrain constitutionnel, comment est-ce qu'on est né?
avec quel bagage nos parents nous ont fait. Donc peut-être on a un super terrain où tout va bien, où quand on était petit on n'était jamais malade, etc. Et puis au fur et à mesure des années, des burn-out, des stress, des moments un petit peu plus moins santé, un peu plus de fêtards, etc., font que cette force vitale, ce terrain a diminué. Ouais. Et avec l'époux, on peut très bien voir que, là, il va falloir régénérer, ou là, il y a un vide de rein, donc là, il faut rebooster tel ou tel organe, etc. Et ça, c'est sûr que c'est un super outil pour nous, en tout cas. C'est clair, ouais. Et puis, tu disais aussi assez rapidement l'iris, donc l'iridologie. Moi, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes encore qui ne savent pas ce que c'est l'iridologie. Et moi, je me rappelle, gamin, donc genre moins de 10 ans, ma mère qui m'envoie voir un iridologue parce que j'avais une baisse de fatigue, enfin, j'étais assez fatigué, quoi. Et j'avais été bluffé, en fait, par le diagnostic, on va dire, de cet iridologue. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît ? Alors, l'iris, donc on va regarder l'œil, avec une loupe ou avec une caméra. Et dans l'œil, on a tous les organes qui sont représentés. C'est énorme. Mais pas que. On va aussi avoir l'orthosympathie, le parasympathie. Donc là, c'est pour voir un petit peu l'état de fatigue ou de burn-out de la personne. On va voir tout ce qui va être côté cardiaque, côté estomac, l'intestin, bien entendu. On va voir l'état aussi de la force vitale. Plus on va avoir, un angle de Fuchs important, plus on aura une force vitale importante. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, etc., etc. Si on voit l'inflammation, et puis on voit s'il y a des dysfonctionnements ou des organes un peu plus faibles. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'iris, on fait vraiment de la prévention. C'est-à-dire qu'une personne jeune qui est en bonne santé, on dit va falloir quand même faire attention, peut-être à tel endroit, et elle va pouvoir de suite faire cette prévention pour, si elle est au courant de ça, faire attention à son corps. Ouais, c'est clair. Mais c'est bluffant. Il y a même une carte de l'iris. Ah, il y en a plusieurs, oui. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant de voir cette carte. Enfin, je recommande aux gens qui nous écoutent de taper iridologie ou iridologue ou carte de l'iris. Et vous allez voir, en fait, toutes les connexions qu'il y a. C'est assez impressionnant. Est-ce que tu as des conseils à recommander aux gens pour booster un peu leur immunité ? Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, la naturo, c'est vraiment avoir du bon sens. Donc, quand on regarde les 10 techniques de la naturo, déjà, la première technique, nous, c'est l'alimentation. Alors, bien entendu, essayez de vous alimenter le plus sainement possible, d'avoir des produits frais, de saison, avoir beaucoup plus de fruits et légumes dans votre assiette, un petit peu moins de produits carnés, faire éventuellement des jus de légumes à l'extracteur pour booster votre immunité, amener des aliments vitalogènes comme les graines germées, comme le pollen, des choses qui vont vraiment vous aider à booster un petit peu votre immunité. Et pourquoi pas essayer de faire des jeûnes intermittents pour régénérer aussi son tube digestif et donc booster aussi son immunité. Tu sais que je pratique le jeûne aussi depuis une dizaine d'années. Et ça, c'est vraiment le jeûne, c'est quelque chose d'extraordinaire pour justement remonter son état d'immunité, son système immunitaire. Donc voilà, déjà au niveau de l'alimentation. Après, au niveau de l'exercice physique, de toute façon, le corps, il a besoin de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. On a besoin de ce mouvement, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de sortir. Alors, sortez, oxygénez-vous, allez le plus possible au contact de la nature si vous êtes à côté. Profitez d'être dans cette nature si généreuse et continuez à faire votre sport, à suer, à augmenter un petit peu le rythme cardiaque pour pouvoir éliminer. Ensuite, bien entendu, tout ce qui est hygiène psychologique, avoir des lectures intelligentes, pas forcément regarder les médias, essayer d'être dans cette écoute, dans cet échange aussi avec les gens que vous aimez. Donc voilà, tout ça.
Et puis, bien entendu, il y a plein d'autres bonnes choses à faire pour booster son immunité. Évidemment, comme tu le dis, c'est du bon sens, en fait, les naturaux, mais tout le monde n'a pas été éduqué avec bon sens. Alors, quand tu dis essayer de bien manger et d'avoir une bonne alimentation, ça résonne comme quelque chose de logique, mais c'est peut-être pas forcément évident à mettre en place, quoi. Oui, alors par rapport à ça, je voulais dire, j'ai fait une conférence il y a 2 semaines de ça, et d'ailleurs elle est sur mon Facebook si vous voulez aller l'écouter. C'est une conférence sur l'immunité où vous allez avoir vraiment toutes les informations par rapport à ça. Okay. Mais déjà, ce qu'on peut faire, bien entendu, au niveau de l'alimentation pour booster son immunité, la première des choses que moi je répète tout le temps déjà, c'est, alors il y en a plusieurs, mais la première des choses, et il y en a plein qui vont sourire en m'entendant, c'est il faut absolument mastiquer. Mâcher doucement, en conscience, mâcher pour pouvoir déjà avoir une prédigestion au niveau de la bouche et pour pouvoir aider votre tube digestif. Et si vous aidez votre tube digestif, ensuite, 95%, ça devrait plutôt mieux se passer. Après, évitez tous les produits manufacturés, tous les produits qui vont être industriels, tous ceux qui sont déjà préparés. Donc, on achète les fruits et légumes en état. Oui. On achète, on se remet aux casseroles, on cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Tu le sais bien, tu te régales à chaque fois, mais je mets pas 3 plombes dans la cuisine. Non. Je cuisine les aliments simples, frais, rapide, j'assaisonne juste ce qu'il faut et voilà, en à peine 20 minutes, le repas il est prêt, même des fois moins, et il suffit d'avoir les bons produits à la maison. Donc, essayez de ne pas transformer trop ou de ne pas manger des choses trop transformées. C'est facile de bien manger et ça prend pas plus de temps. Oui, je confirme. Moi, je me rappelle, moi, je suis parisien d'origine, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque sur Paris, la vie est un peu plus dynamique. Donc, du coup, on prend quand même pas trop de temps pour cuisiner. Et je le faisais, mais moyennement. Et je me trouvais des fausses excuses, en fait. Je disais, non, j'ai pas le temps, ça prend trop de temps. En même temps, j'étais dans une pièce de 10 mètres carrés, je n'avais pas non plus d'espace pour cuisiner. Et je me rappelle que quand je suis arrivé ici à Montpellier, du coup, j'avais plus d'espace aussi pour cuisiner. Et j'ai vite vu, en fait, qu'effectivement, ça ne me mettait pas non plus 1 heure, en fait, pour cuisiner, quoi. Et puis, tu peux bien manger, en fait. Tout à fait. Bien, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du jeûne, parce que tu l'as évoqué et j'ai essayé de t'accompagner dans ta descente alimentaire et ça s'est quand même plutôt bien passé. Et donc toi, tu as fait ton jeûne pendant une dizaine de jours, je crois, un truc comme ça. Tu proposes d'ailleurs assez régulièrement des stages de jeûne, tu pourras nous en parler. Je sais que ça fait partie intégrante en fait de ta vie, quoi, parce que tous les ans, c'est un cycle continu. Arrivé à l'automne, tu fais un jeûne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le jeûne, les bienfaits est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui. Alors le jeûne, bien entendu, ça fait partie d'une méthode de purification essentielle pour notre corps, et de tout temps on fait du jeûne. Le jeûne, le ramadan, le carême, tout ça, c'est du jeûne, et on met au repos notre système digestif. Alors oui, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne des groupes de jeûne. Là maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que j'organise ces stages avec ma cousine Sandra Veillé, qui est du côté de Saint-Rambert, que je salue. Et vous pouvez aller voir notre site lesstagesnaturaux.fr. Les bienfaits du jeûne, c'est tout simplement, on met le tube digestif au repos. On mange trop souvent. On s'arrête plus de manger. On est moins actif qu'avant, quand on était chasseur-cueilleur ou quand on travaillait dans les champs. On fait tout maintenant en trottinette électrique. On marche plus. Donc, on a besoin de régénérer son corps. Et la meilleure des choses pour régénérer son corps, c'est de mettre son système digestif au repos. Et donc, du coup, bien sûr, on n'arrive pas du jour au lendemain en ayant mangé un steak frites la veille, en se disant, tiens, je vais jeûner une semaine, puis ça ira bien. Non, il faut faire une descente alimentaire, proprement dit, où chaque jour, on va enlever des éléments, des aliments spécifiques. Et ensuite, il y a vraiment plein de petites choses à savoir pour faire le jeûne. Donc,
Voilà, moi, je conseille bien entendu d'être accompagné et de ne pas le faire seul parce que voilà, il peut y avoir des crises curatives assez violentes. Ouais, il faut vraiment être accompagné. Mais après, c'est vrai que les 3 premiers jours, ce sera là où il y aura le plus de manifestations. Mais à partir du 3e jour, on est vraiment dans cette plénitude où on se sent bien, on a le ventre tout plat, on n'a pas faim. Il y a vraiment une énergie particulière et tous ceux qui ont vécu au-delà du 4e jour peuvent le dire que c'est un moment où on est bien, on est euphorique, tout est joyeux, tout est beau. C'est vraiment une très très belle expérience à vivre. Oui, c'est vrai, je confirme. Moi, j'ai toujours entendu ça. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de faire un gel, mais en tout cas, Tu viendras un jour. peut-être, oui. Mais j'ai toujours entendu ça. Et d'ailleurs aussi, beaucoup de personnes soulignent le fait que même tous les sens en fait sont exacerbés, c'est-à-dire qu'on sent mieux, on entend mieux, peut-être même qu'on voit mieux, je sais pas, mais en fait tout est surdéveloppé, j'ai l'impression. On peut même avoir beaucoup plus d'intuition. Okay. On a des rêves qui sont plus de l'ordre des songes avec plein de connexions différentes. Ouais, c'est extraordinaire. Et en même temps, tu vois, ça paraît aussi tellement logique parce que, comme tu le soulignes, en fait, on nettoie notre corps, donc on enlève en fait toutes les toxines qu'il peut y avoir dans notre corps. Donc, enfin, de manière très pragmatique, on peut se dire que forcément, on va se retrouver du coup avec une machine biologique toute propre. Et donc, normalement, c'est forcément bon. Tu sais, souvent, je compare l'être humain à une voiture. Okay. Quand on veut que la voiture elle soit de bonne qualité et qu'elle avance bien et qu'elle aille vraiment jusqu'au bout, on lui fait des vidanges, on lui change l'huile, on lui gonfle les pneus, on le nettoie régulièrement. Ah voilà. Et tout ça, c'est exactement pareil que notre tuyauterie et notre corps. Donc c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on le nettoie nous de l'intérieur? Si on ne fait pas des jeûnes, est-ce qu'on va vérifier la pression cardiaque, etc., se dire, tiens, là, il faudrait peut-être limiter tel ou tel aliment. Tout ça, c'est de la prévention. Et c'est des choses que, quelque part, on a oubliées ou qu'on ne fait plus forcément. C'est clair, puis en plus, ça paraît tellement logique. Et puis, comme tu le disais, dans le ramadan, ils font le jeûne, mais il y a aussi dans d'autres religions où ils font aussi le jeûne. Dans d'autres religions. Ouais, ça fait partie en fait de notre histoire et de notre humanité. Ça a toujours été comme ça. Quoi. Ouais. Et pour ceux qui peuvent pas faire de jeûne, il y a aussi les monodiètes. Et les monodiètes, c'est extraordinaire. Là. Bon, alors moi, je suis pas forcément pour la monodiète de raisin, mais la monodiète de pommes ou la monodiète. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont simples à faire pour ceux qui n'ont pas cette envie de franchir le pas pour aller faire un jeûne, pourquoi pas commencer déjà par des monodiètes. Alors moi, je sais que, alors tu me connais, je suis une grande épicurienne, j'adore manger, j'adore boire mon canon de rouge, j'adore faire la fête aussi. Une bonne bière aussi. Comment ? Une bonne bière aussi. Ouais, après le vélo. Et pourtant, le jeûne me fait un bien énorme. Et j'attends mes 2 périodes, parce que je fais 2 fois généralement dans l'année, à l'automne, qui est un moment très, très propice pour justement booster l'immunité juste avant l'hiver, et au printemps, où là, tout se régénère, où tout recommence, où la vie renaît. Et ces moments-là, je les attends vraiment avec impatience. Et puis alors moi, je peux en plus le confirmer, c'est que pour ce qui te concerne, parce que visiblement, c'est quand même pas pour tout le monde, tu as une énergie, mais qui est décuplée par 5 ou par 6. C'est dingue. C'est impressionnant. Mais il faut quand même souligner que tout le monde n'a pas cet effet-là quand même. Non. Après, peut-être parce que ça fait aussi 10 ans que je fais régulièrement des jeûnes et que, même s'il y a ce côté épicurien, je pense que je suis quand même assez saine à l'intérieur. Mais c'est vrai que souvent, les personnes, quand ils viennent en stage, ils sont flapos et ils ont du mal à... Bon, c'est sûr qu'on est plus fatigable quand on est en jeûne. Donc, il faut y aller doucement. Puis c'est pas forcément en plus notre culture, parce que je pense à l'Allemagne, tu vois, quand on parle de jeûne, je sais qu'en Allemagne, c'est un peu plus ancré dans la culture de pratiquer le jeûne. Il me semble qu'en Suisse aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a les pratiqueurs là-bas, donc c'est vrai que toutes les cures Buchinger, etc., c'est vrai que c'est très thérapeutique, c'est très suivi. Mais dans ce cas-là, c'est des jeûnes sur 3 semaines. C'est exactement comme quand on va faire une cure ayurvédique. Ok.
Voilà, c'est pendant 15 jours, 3 semaines, c'est accompagné et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment nettoyer en profondeur le corps. Est-ce que tu penses qu'on peut le recommander à tout le monde? Alors, Hippocrate, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Lui, sur son île, il avait un centre et les personnes, elles arrivaient, il les mettait dans un enclos et il les faisait systématiquement jeûner. Okay. Systématiquement jeûner. Bon, ok, c'était il y a plus de 2000 ans. Mais à mon sens, regarde la nature. Les animaux, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en boule et ils jeûnent. Donc, après, bien sûr, il faut être encadré. C'est-à-dire que si tu es plurimédicamenté, si tu as déjà plein de maladies, si tu as déjà... voilà. Et ben, dans ce cas-là, je ne vais pas te conseiller de faire un jeûne. En tout cas, tu ne vas pas venir avec moi, où il va falloir 3 certificats du médecin. Mais en tout cas, à mon sens, et c'est ça qui manque en France, des centres spécialisés pour accompagner les personnes qui ont besoin de faire ce jeûne, parce que le corps le demande. En tout cas, s'il y a trop d'excès, s'il y a trop de pathologies, c'est que quelque part, la machine, elle est encrassée. Et là, il faut faire la vidange, il faut changer l'huile, il faut changer les plaquettes, il faut tout changer. Et du coup, le corps a besoin de jeûner. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait quand même... la pratique idéale, ça serait, si à un moment donné ça trotte dans notre tête de pratiquer le jeûne, mais qu'on ne l'a pas encore fait, ce serait d'aller voir un naturo, par exemple, et de lui poser la question, de lui dire, voilà, moi, entre autres, je suis venu vous voir, mais parce que aussi j'aimerais bien peut-être pratiquer le jeûne et faire un jeûne. Est-ce que vous pensez que j'ai le terrain pour? Est-ce que... Oui. Oui, parce que pas tout le monde va pouvoir faire un jeûne. Moi, je sais qu'on regarde toujours la force vitale. Si la force vitale est suffisante pour faire un jeûne, alors dans ce cas-là, on va pouvoir accompagner la personne. Mais de toute façon, moi, comme je disais tout à l'heure, il nous faut un certificat médical. Si la personne, elle est plurimédicamentée, peut-être, voilà, on va pouvoir... elle va devoir aller demander à son médecin si oui ou non elle est dans la capacité de faire ce stage. Ouais. Il y a ma cousine qui est en train de répondre. Salut Sandra. Il y a une personne qui nous pose une question en disant, est-ce que jeûne et sport, c'est compatible? J'ai envie de dire, tout dépend de ta force vitale. Parce que, regarde-moi, je te dis, j'ai une énergie de dingue à chaque fois que je fais le jeûne. Je pourrais démonter des montagnes. Donc, tout dépend. Après, quand on fait un jeûne, c'est vraiment un retour à l'écoute de soi. Et le fait de s'écouter, de voir un petit peu aussi quelles sont ses capacités. Alors, quand on fait un jeûne, on est beaucoup plus... On a de l'énergie. On va plus rapidement, on va être un peu plus fatigué, mais moins fatigable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin si on se pousse. Et quand on fait nos stages, nous, on a des balades tous les jours. Et souvent, les gens ils disent « Oh non, j'ai pas l'énergie, je veux rester là. » Et on les pousse un petit peu. Et quand on les pousse, on va dire « Ah bah voilà, tu vois, ça t'a fait du bien. On a marché pendant 3 heures, c'était génial, on a pris l'air, on s'est oxygéné. Ok, on va à un rythme beaucoup plus lent. » Quand on se lève, on ne se lève pas d'un coup parce qu'on peut avoir la tête qui tourne, etc. On y va plus lentement. Mais la pratique du sport ou même de juste de la marche est importante, même je pense, on a besoin d'éliminer les toxines aussi par la peau, donc elle est indispensable. Oui, c'est clair. Et le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, top. Alors, le jeûne intermittent, c'est tout simple, hein, c'est 16 heures de pause. Donc, vous prenez 16 heures n'importe où et quelque part, vous arrêtez, vous enlevez un repas. Le mieux, c'est d'enlever le repas du soir. Mais ceux qui préfèrent manger le soir et ne pas manger le matin, dans ce cas-là, ils font le jeûne le matin. D'accord. Et franchement, top. Enfin, c'est vraiment bien pour déjà permettre une régénération lente et progressive. Il y a Marchesso, c'est le père de la naturopathie française, qui disait « Il vaut mieux faire des petits jeûnes réguliers qu'un grand jeûne héroïque. » Bien sûr. Et donc, si vous faites tous les jours votre jeûne intermittent et vous faites que 2 repas par jour, c'est beaucoup mieux qu'un jour vous faites « moi, j'ai fait 3 mois de jeûne ». C'est clair. Pas 3 mois, mais voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. On nous pose une autre question. Ce jeûne consiste juste à s'hydrater? Alors, oui, le jeûne hydrique, c'est celui qu'on peut faire le plus longtemps.
Le jeûne hydrique, ça veut dire qu'on boit de l'eau. On boit de l'eau dans certains. Après, il y a plein de formes de jeûne, mais le vrai jeûne, c'est on boit de l'eau. Point. Toute la journée. Après, on peut améliorer le jeûne en offrant un bouillon de légumes sans sel le soir. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose. Les gens, ils le prennent ou ils le prennent pas. Ensuite, on peut prendre aussi des tisanes ou un petit peu de citron pressé de temps en temps pour juste un peu pour changer la saveur de l'eau, on va dire. Voilà. Et après, pour ceux qui ont une force vitale un petit peu plus faible, on peut aussi proposer, nous c'est ce qu'on fait avec ma cousine, un petit verre de jus de légumes frais à l'extracteur le midi. Pour dire, bon, c'est pas une monodiète parce que c'est vraiment en petite quantité. Ça recharge quand même en minéraux, en nutriments pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de perdre trop de poids non plus ou qui sont en sous-vitalité. Et c'est super aussi. Du coup, c'est du jeûne un peu à la carte. Ouais, c'est clair. Alors, on nous pose une autre question. Alors, parce que ces temps-ci, je cours pendant mon jeûne intermittent tous les jours. Mais justement, après, j'ai la tête qui tourne. Donc, je me dis que si je fais le jeûne, c'est peut-être risqué, non ? Alors, ça tourne pendant un premier temps parce qu'il y a encore de l'encrassement à éliminer au niveau du corps. C'est comme quand, je ne sais pas si vous avez la pratique des 5 Tibétains. Les 5 Tibétains, c'était des exercices, 5 rites d'exercices qu'on fait généralement tous les matins ou 2 fois dans la journée. Et le premier exercice, c'est le derviche tourneur. Le derviche tourneur, c'est quand on tourne comme ça. Et généralement, on tourne. Et au bout d'un moment, on s'arrête. Et quand on s'arrête, on a la tête qui continue à tourner. Et plus vous allez faire cette expérience de cet exercice physique, moins vous allez avoir la tête qui tourne. Donc en fait, c'est la répétition, c'est le fait de détoxiner aussi son corps qui fait que après, quand la personne va aller faire son footing au bout de 4 mois de jeûne intermittent, son corps va réagir de façon optimale et on n'aura plus de maux de tête. Ouais, c'est un peu comme tout, en fait. C'est ancrer des habitudes. C'est ça, c'est qu'au tout début, quand on fait une première descente alimentaire, arrivé le dernier jour, j'ai un peu mal à la tête, je me sens un peu plus fatiguée. Oui, le corps commence déjà à faire cette réparation. C'est clair. Et cette défense. On a une autre question. Alors, naturothérapie et véganisme, même philosophie alimentaire, pour l'interrogation. Naturothérapie et véganisme. Même philosophie alimentaire. Pas vraiment, non ? Pas forcément. On peut être naturo et vegan. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas végane. Mais par contre, j'accompagne tout le monde. Et je vais respecter de toute façon la philosophie de la personne qui vient me voir. Tout en l'accompagnant, en l'aidant par rapport aux carences, etc. etc. D'accord. La sève de bouleau nettoie également les toxines. Oui, c'est un très bon produit qui est extraordinaire à la montée de la sève, donc au printemps. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très doux. C'est une détoxination assez douce, mais intéressante pour le foie, pour les reins, pour la peau, pour les articulations. Et donc, c'est assez complet. Oui. D'accord. Tiens, Elisabeth, salut. Elisabeth nous pose une question. Jeûne intermittent, tu le fais sur plusieurs jours. Pour moi qui n'ai jamais fait, c'est difficile de rien avaler durant 16 heures. Ouais. Alors oui, tu le fais. Non, généralement, quand tu commences le jeûne intermittent, tu fais tout le temps ton jeûne intermittent. Mais tu peux très bien commencer en te disant voilà, là je vais faire 2 jours à la suite de jeûne intermittent dans la semaine. Et puis la semaine d'après, tu feras encore 2 jours. Et la semaine d'après, peut-être tu vas augmenter à 3 jours ou 1 jour sur 2. Et ça, petit à petit, tu vas pouvoir augmenter jusqu'à te sentir de mieux en mieux. Et tu vas voir que le fait d'arrêter de manger à 20 heures le soir et de recommencer seulement à midi le lendemain, en sautant le petit-déj, au fur et à mesure, tu vas te sentir de mieux en mieux. Et donc, c'est vraiment cette régularité. Et la régularité, c'est partout. La régularité dans le sport, quand on va apprendre un art martial, quand on va apprendre de la musique, quand on veut tout dans l'éducation, c'est cette régularité qui est importante. Ok. Une autre question, le jeûne peut-il aider à réguler et accompagner les maladies de peau, type psoriasis ?
Oui, le jeûne vraiment, il peut tout aider. Alors, bien entendu, quand on est à son premier jeûne, les crises curatives peuvent être décuplées, surtout s'il y a énormément de toxines à sortir. Donc, peut-être que le premier jeûne, ça arrive, hein, donc le psoriasis va vraiment flamber, mais peut-être le deuxième jeûne, on aura beaucoup moins de psoriasis, etc., etc., et au fur et à mesure. Mais il faut savoir que le psoriasis, c'est aussi, il faut aller chercher toutes les causes du psoriasis. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le psy, il y a aussi l'intestin, il y a aussi beaucoup de choses à régler et il n'y a pas que le jeûne, mais en tout cas, ça peut aider, bien entendu. D'ailleurs, j'ai une question moi aussi, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui doivent se poser. Donc, dans ce que tu appelles le jeûne intermittent, donc, quel repas, en fait, il faut faire sauter? Plutôt celui du matin, de l'après-midi, du soir? Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, tu l'as dit? Ah, je t'ai pas... Non, j'ai dit que le mieux, c'était de sauter le repas du soir. D'accord. Mais ce n'était pas forcément le plus facile, parce que le repas du soir, c'est là où on se retrouve avec son compagnon, c'est là où on va cuisiner pour le lendemain, etc. Okay. Mais par contre, le plus facile pour nous aujourd'hui, c'est de sauter le repas du matin, le petit-déj. Okay. Donc, on arrête de manger après 20h, 20h30 le soir et on rattaque à 13h à midi, 13h. Mais le mieux serait, on arrête de manger à 14h et on reprend à 8h du matin. D'accord. Il y a Sandrine qui nous pose une question. Bonjour, j'ai la maladie de Lyme chronique. Puis-je faire un jeûne? À mon sens, oui. Okay. On a eu plusieurs fois dans notre groupe des personnes qui ont Lyme et alors des Lyme avec des herx très très forts qui flambaient au niveau des articulations, etc. Et cette personne-là, elle revenait très régulièrement parce que ça lui faisait un bien fou au niveau des articulations, au niveau des douleurs et franchement c'est top. C'est efficace, d'accord. Sophie qui nous demande comment mincir après une candidose et une grosse prise de poids. Alors là aussi, c'est hyper complexe. Comment mincir après une... tout simplement déjà, peut-être en traitant cette candidose. Hein, donc là, il y a énormément de choses à faire. Et pourquoi pas essayer d'affaiblir cette candidose et de réguler. Alors là, c'est sûr que Sophie, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau intestin, au niveau immunité, au niveau psy aussi, parce que quand on se fait envahir par un champignon, il va falloir reprendre aussi le contact de son corps. Ouais, donc voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a sûrement aussi le côté émotionnel, parce que s'il y a eu après une grosse prise de poids, ça veut dire que cette candidose, elle est caraminée, donc il va falloir la gérer au mieux. Oui, puis, je tiens quand même à rappeler que là, c'est des conseils, je vais dire comme ça, sur le pouce. Hein. Il faudrait quand même rencontrer la personne pour vraiment bien la recommander. Hein. Bien sûr. Pour un jeûne, combien de jours suggérez-vous pour un premier jeûne? Combien de jours suggérez-vous? Demande Carole. Alors, comme on le disait tout à l'heure, alors je suis pas rentrée vraiment dans les détails parce que sinon ce serait trop long, mais chaque jour, chaque heure, on a des étapes qui se font progressivement au niveau du jeûne. Et au bout du 3e jour, on commence vraiment cette néoglucogénèse, c'est-à-dire où on a plus de sucre au niveau de l'organisme et on va aller puiser dans les tissus morbides, les tissus qui n'ont rien à faire dans notre corps pour nettoyer ce corps. Donc c'est au bout du 3e jour de jeûne qui est bénéfique pour la santé. Et les 3 premiers jours, c'est les 3 qui sont les plus difficiles, les plus fatigants, les plus au niveau émotionnel aussi, qui vont être les plus dérangeants. Donc généralement, il faut passer ce cap. Ceux qui me disent j'ai fait un jeûne de 2 jours ou 3 jours, je dis c'est bien pour commencer, mais il faut passer ce cap. Et nous, ce qu'on propose, c'est 6 jours. Et je pense que c'est une bonne formule parce que 6 jours, on a vraiment le temps d'apprécier les 3 autres jours, de pouvoir se sentir bien et d'avoir déjà un bon résultat. Ouais, et puis il faut penser aussi à l'environnement dans lequel vous allez vous trouver quand vous allez pratiquer le jeûne. Je sais que toi, tu accordes une importance justement à se retrouver dans un lieu dans lequel on se sent bien, idéalement en pleine nature. Et moi, je suis évidemment, tu prêches un convaincu parce que ça me paraît vraiment très important.
Nous, on est à 1000 mètres d'altitude dans le massif du Pilat et on a des forêts de pins juste à côté avec des balades de dingue à faire autour d'un lac. Enfin, vraiment, c'est super. C'est vraiment c'est chouette. Il y a une autre question de Laurence. Jeune intermittent, si je saute le petit déjeuner, je peux quand même prendre une boisson ? Alors, pas de café, pas de thé non plus, pas d'excitant, mais et éventuellement une tisane, bien entendu, sans sucre. D'accord. Tisane, mais pas forcément un thé, si je comprends bien. Ouais. Ok. Il y a Ludivine. Salut Ludivine. Boisson le matin autorisée ? En interrogation. Pour le jeûne intermittent, c'est ce qu'on a dit à Laurence aussi, ouais. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Comment on fait pour te joindre, Aline ? Eh ben, j'ai plusieurs sites internet. J'ai sur Instagram aussi, Facebook et mon site internet c'est Naturaline34. Okay. Après, j'ai un autre site où vous allez retrouver les recettes, des idées plus côté naturaux avec Aline Claret, naturopathe.gymdo. Tu pourras peut-être, je pense, mettre le lien. Et ensuite, pour tout ce qui est stage, c'est lesstagesnaturaux.fr que je co-anime avec ma cousine Sandra. D'accord. On trouve aussi sur Facebook ? Ouais, Facebook, Insta. Merci beaucoup Aline pour ce temps, c'était très sympa de discuter avec toi. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Mais je t'en prie, à très vite, on se voit dans 2 minutes. Ça marche. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»